Donc, dans un premier temps, j'invite Morty et Spiro à parler, nous dire pourquoi ils pensent que Riboku est frauduleux. Gros, tu veux que je commence? Je peux commencer, hein. Bah, ouais, tu peux commencer si tu veux, et puis je continue. Ok, déjà, on va faire un petit disclaimer avant de commencer. On est tous d'accord pour dire que Riboku est l'antagoniste de l'œuvre. On est tous d'accord pour dire ça. C'est le meilleur antagoniste de l'œuvre. Il n'y a pas plus fort que lui. Et Kingdom serait pas Kingdom s'il n'était pas là. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, tout ce que je vais dire, c'est pas forcément pour downgrade Riboku. On est tous d'accord, c'est un GOAT. Maintenant, pourquoi Riboku est une fraude? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Riboku n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, en tout cas de ce comment il a été introduit et Alors, qu'est-ce décrit qui tout au devrait long de être l'œuvre. Riboku d'après toi? Pour moi, Riboku, c'est un mec qui est censé, comment il est décrit, c'est un mec qui est censé gagner ses batailles haut la main, un mec qui gagne toutes ses batailles, tout ce qu'il entreprend, il le réussit, quoi, tu vois. En l'occurrence, il a tué 3 grands généraux qu'on connaît. C'est qui? C'est Gekishin, c'est Uki, c'est Ryu. Sauf que, en vrai, c'est pas vraiment lui qui les a tués, c'est plus son Joker Uken qui s'en est chargé. Quoi Hmm. d'autre? Euh, Spiro, tu peux compléter aussi en même généralement, temps, hein. non, T'inquiète pas. généralement, Riboku, il a toujours aussi une armée qui est presque 2 fois plus grande que celle de ses adversaires. Bon, après, ça, c'est aussi parce qu'il anticipe bien, hein, etc., machin. Mais ça joue aussi sur le fait qu'il ait toujours un avantage sur le terrain. Et pourtant, il n'arrive pas tout le temps à concrétiser. En tout cas, depuis la coalition où où ça n'a pas fait mouche, on l'a pas vu concrétiser une grande bataille jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord. Spiro, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Ouais, ben en vrai, par rapport, par exemple, à la première grande bataille où on voit Riboku, j'ai fait un peu les comptes, il y a 100 000 pour chez Uki, 100 000 combattants, et 160 000 chez Riboku, qui sont dispersés dans plusieurs armées. Et euh, chez Riboku, il y a Uken, qui est un dieu du combat et qui est censé être le meilleur combattant de l'œuvre. Et il y a, je crois, genre 5 généraux. Là où, du côté de Uki, il y a juste l'armée d'Uki et il y a Mubu. Et Uki, si Riboku c'est le GOAT, ben, Uki doit être en dessous de Riboku. Et ce qu'on voit dans la bataille, c'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que Riboku a des infos hyper précises sur Uki, là où Uki c'est rien de Riboku. Et, euh, et c'est là-dessus que la bataille se joue. C'est pas parce que Uki est moins bon, moins fort en combat ou quoi, comparé à Riboku. Si dans l'œuvre, Riboku est le GOAT, Mhm. pour moi, il y a un problème parce que Uki est, dans le manga, décrit comme plus fort. Même si on dit que Riboku est meilleur, ce qui se passe dans le manga, c'est que Uki est meilleur. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que Morty disait. Riboku, dans l'histoire avec un grand H, la vraie histoire, Attends. c'est Alors, après. attends. Là, je t'arrête. Dans cette Ah, j'ai même pas où argumentation, ça va. aucun spoil historique n'est toléré. Ok? Là, on fait Ah juste non, non, avec non, les non, éléments non, il du n'y a manga. pas de Donc, spoil. Mais juste, ne te c'est un repose sur des. aucun argument on va dire, qui sort du cadre du manga. Nous, on va vraiment se reposer sur le manga. Ouais, t'inquiète, mais tu vas comprendre. En Ok, gros, vas-y. c'est un des quatre plus grands généraux de l'histoire, de cette histoire des royaumes combattants. Et par exemple, Uki n'est pas dedans. Je pense qu'Uzen est dedans. Et je pense que un des 6 grands généraux de Qin de l'époque est moins. Est dedans aussi. Je pense que c'est Akukei ou quelque chose du style. Et du coup, normalement, dans l'histoire, Riboku est censé être plus fort que Uki. Mais dans le manga, ce qui se passe, c'est que il faut une alliance contre Uki pour le vaincre. Et que Riboku, il sait pas le faire sans Uken, sans tout plein d'autres généraux avec lui, quoi. D'accord. Alors là, pour l'instant, on va retenir déjà les deux principaux arguments. C'est que donc, pour vous, Riboku, même s'il a battu Uki à la bataille de Bayou, ça ne veut pas dire que Riboku était meilleur que lui, premier argument. Et le deuxième, c'est que sans Uken, Riboku aurait eu beaucoup moins de victoires, c'est ça? Bah, Ouais, clairement, clairement. en vrai, hein. Puis il y Ok. a aussi le nombre de Et ces on prend hommes en compte le nombre. quand il part à Ok. la guerre.
Bon, après, c'est toujours aussi une histoire Ok, d'anticipation et de ok, très bien, très bien. prédiction de la part de Riboku, mais Très ça bien. compte. Là, on va laisser la parole du coup aux pro Kanki. On va laisser Tatsumaki et PR commencer à répondre et commencer à défendre leur héros Riboku. Donc, les gars, à vous la parole. Ok, Tu veux est-ce que je commence? bah, comme tu veux. Vas-y, commence. Ok. Donc, moi, je dirais que Riboku, bah, on peut pas lui reprocher ce que justement vous lui avez reproché, dans la mesure où bah, je vais me baser d'abord sur ce qu'a dit Morty, donc l'écart de puissance numérique qu'il y a dans toutes les batailles, enfin, dans quasiment toutes les batailles dans lesquelles Riboku est un acteur principal. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que Riboku, ces hommes, les forces qu'il a, ça sort pas de nulle part. C'est du travail derrière, justement, c'est son travail à lui, de rassembler les troupes, de parfois les amasser en secret, comme ça a été le cas pendant la bataille de Bayou, ou actuellement pendant cette campagne de Gyan, où il a réussi à couper toute information. C'est justement une des principales forces de Riboku, qui est donc la préparation. D'ailleurs, je pense qu'avec un temps de préparation adéquat, Riboku peut battre absolument n'importe qui. C'est-à-dire que même, même le personnage qui était censé, de son propre aveu, de ce que Riboku a dit, qui était censé lui donner le plus de fil à retordre, à savoir Kanki, là, il a détruit son armée en une seule journée. Et pour le moment, il est en train de le bouger. Et on va voir à l'issue de cette embuscade. Mais, euh, mais pour moi, là, Riboku, avec du temps de préparation, il est absolument imbattable. Ensuite, euh, il ne serait pas à la hauteur de ce qu'on vend de lui. Bah, c'est intéressant, mais en même temps, on peut justement se demander, on peut faire un retour sur l'effet d'armes de Riboku et se demander ce qu'il a foiré au final. Donc il y a deux choses principales auxquelles on fait référence, donc la coalition et la bataille de Gyu. Donc pour la coalition, je pense je pense pas du tout qu'on peut lui reprocher quoi que ce soit là-dessus, parce que déjà pendant les 15 premiers jours, il était en retrait. Il était en retrait. Certains pourraient lui reprocher d'avoir été en retrait justement, mais je pense pas qu'on puisse lui reprocher dans la mesure où il devait gérer l'armée de Zhao qui était positionnée sur l'aile gauche, l'aile droite si on se place du côté de Qin. Donc il devait faire face à Dukyu. Riboku sait qu'il a une faiblesse face au style instinctif. Il sait que Dukyu est un instinctif. Il préfère laisser la barre à Keisha, ce qui a été un grand succès au final, comme on a vu avec la prestation de Keisha face à Dukyu. Euh, alors, après être resté en retrait pendant les 15 premiers jours de la bataille, bon, ça n'a pas avancé. La coalition s'est fait bouger. Même, enfin, on peut pas lui imputer ça parce que justement, il n'était pas aux commandes. Et ensuite, il a décidé de mener justement le bataillon de la route du Sud jusqu'à Kanyu. Et là, déjà, encore une fois, il a réussi à amasser des troupes en secret, au nez et à la barbe de tout l'état-major de Qin qui n'a rien vu du tout. Il les a fait passer dans leur propre terre. Il a passé la porte de Kankoku. Tout ça, tout seul, sans qu'aucune information de fuite. Donc la rétention d'informations étant son talent principal. Et au final, dans son avancée vers Kanyu, il a été monstrueux. C'est-à-dire que c'est dit, il faisait tomber les villes à une vitesse absolument vertigineuse. Aucune ville ne tenait plus d'une demi-journée quand il l'assiégeait. Il était Des plus villes sans nombreux. défendeurs, hein. Enfin, il n'y avait pas de défense dans les villes, hein, je tiens à préciser quand même. Il n'y avait pas de général. Il n'y avait pas de défense Dans parce que Riboku les a Il n'y pris avait de pas de vitesse aussi. défense Ça, du tout. il faut le souligner. Il faut le souligner. Il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas de général, mais il y avait des défenses. C'est-à-dire que même toute la stratégie de Qin pendant la coalition, ça a été d'amasser seulement 250 000 hommes à la porte de Kankoku, sachant que Qin avait beaucoup plus de ressources, mais ça Bon, veut allez, dire t'as tout visionné ensuite. ça a été surtout d'en laisser beaucoup dans toutes les villes. C'est même pour ça que Kuen ou Renpa n'ont pas pu intervenir, pour la simple et bonne raison que sinon leur armée aurait été amenuisée à chaque ville par les contingents laissés par l'état-major de Qin. Donc chaque ville était pas lourdement protégée, mais avait un contingent solide qu'on peut estimer à entre 10 et 20 000 hommes pour chaque ville. Et avec une armée de 30 000 hommes, passer une dizaine de villes de 10 à 20 000 hommes, on va dire 15 000 hommes, c'est un exploit, parce que c'est pas une supériorité numérique si écrasante. Et ça montre la force de Riboku, c'est-à-dire que individuellement, il est quasiment invincible. Ensuite, il a été attaqué sur sa faiblesse, donc qui est
le type instinctif. Bon, déjà, cette bataille avec le Ryudu, c'est donc la stratégie en spirale de Riboku. Elle était spéciale dans le sens où on nous montre vraiment que rien ne peut s'approcher de Riboku. Et puis ensuite, même pas 10 pages plus tard, Dukyu, il est arrivé à Riboku et la seule explication qu'on a, c'est qu'il a réussi à le faire. C'est assez maigre, je dirais. Mais à la limite, on peut accepter vu que c'est le style instinctif et disons que c'est la part de suspension de la crédibilité de l'œuvre. Mais ensuite, on va arriver justement avec cette bataille, avec ce qu'on lui reproche aussi beaucoup, c'est Uken. Il n'aurait gagné uniquement que grâce à Uken. Eh bien, déjà, on peut pas lui reprocher parce que c'est un stratège. C'est-à-dire que ce n'est pas un Rempa, ce n'est pas un Uki, c'est un général qui est en arrière-plan et qui gère tout depuis sa base. Et chaque stratège a besoin d'avoir une épée. Un général puissant martialement qui va lui permettre de porter le fer à la gorge du général ennemi. Et c'est Renbyaku pour Goumei, mais c'est par exemple, on peut probablement pendant le système des 7 dragons de feu, euh, Renbyaku était aussi la lame de Ryu, mais Geimu était aussi une lame à lui tout seul, qui était plutôt combiné à Junsu, donc son stratège. Chaque stratège a besoin d'avoir une lame, et Uken, c'est sa lame. Et l'utilisation qu'en fait Riboku, c'est une utilisation qui est double. D'abord, à la bataille de Bayou, il s'en sert comme une épée effective, du coup, pour aller frapper à la gorge le général Uki. Mais le reste du temps, il l'a plus utilisé comme un bouclier, plus qu'une épée, comme un garde du corps spécialisé, ce qui, au final, est une très bonne idée. Parce que Uken, à partir du moment où tu l'as, c'est presque impossible de le passer. Et du coup, ça rentre dans la capacité, enfin dans l'une des plus grandes forces de Riboku, qui est donc la précaution. C'est un général qui est très précautionneux, et qui donc, même s'il est en supériorité numérique, même si tout ça, il sait que ce n'est pas impossible d'arriver jusqu'à lui, et il garde du coup cette dernière carte dans sa manche. Mais d'ailleurs, la supériorité numérique, on a tendance à un petit peu le décrédibiliser sur les plaines de Shukai parce qu'il est en supériorité numérique, mais pas tant que ça au final. C'est-à-dire qu'il n'avait que 30 000 hommes supplémentaires, sachant qu'il y avait 3 flancs, enfin un flanc gauche, un flanc droit et un centre, qui fait qu'au final, selon les endroits, il n'était que de 5 000 hommes supplémentaires à 10 000 hommes supplémentaires. Qui au final, surtout que ensuite ça arrivait par vague, c'est-à-dire que l'armée de Gyun est arrivée seulement au deuxième ou au troisième jour, c'est-à-dire que l'armée de Qin, euh, elle n'était pas écrasée supérioriquement, elle n'était pas écrasée numériquement, il fallait simplement euh, se débrouiller un petit peu, ce qu'ils ont très bien fait. Mais du coup, ils nous ont écrasés numériquement. Et d'ailleurs, à la bataille, il a été monstrueux bien plus qu'Houssen. D'ailleurs, de son propre aveu, il a été beaucoup plus incisif. Parce que ça, c'est quelque chose qui est capital avec Riboku. C'est que si Riboku veut une tête, il va l'obtenir. C'est-à-dire qu'il a voulu la tête d'Uki, il l'a obtenue. Et c'est surtout quelque chose qu'on a vu lors de la bataille des plaines de Shukai. C'est-à-dire qu'il a voulu la tête de Maku, il l'a eu. Il a voulu la tête de Haku, il l'a eu. Il a voulu la tête d'Uon, il l'a eu. Tout ça par ses propres stratégies. C'est-à-dire que la percée de Badenji et Gyun qui ont permis la défaite d'Aku, c'est de son fait. Pareil pour l'action de Gyun lors du 13e jour qui a conduit à la perte de Uon. Et c'est même lui en personne qui a décapité Maku. C'est-à-dire que c'est lui qui a été l'architecte complet de tout ce qui a été fait par Zhao lors des plaines de Shukai. Il a été monstrueux, bien plus qu'Houssen qui est resté en retrait et qui s'est complètement appuyé sur ses cartes. Riboku a été bien meilleur sur la bataille des plaines que Houssen. Et bon, mais ça, c'est un autre Alors, débat. c'est très intéressant. On va rebondir sur le débat. Alors, du coup, Morty et Spiro, est-ce que vous pensez que Houssen a été supérieur à Riboku lors de la bataille des plaines de Shukai? C'est Bah, celle, vas-y, Spiron, si tu veux. c'est celle avant Jiu? Enfin, c'est celle environ là ou c'est C'est Ouais, après c'est avant celle de Gyo. Gyu, c'est ça. C'est quand Houssen a affronté Riboku sur la bataille qui a duré une quinzaine de jours. Avec Ah, moi, j'ai Muten à pas l'aile révisé gauche cet et. endroit-là, je vous avoue. Ok, bah Si Morty, alors Morty a quelque peut-être? chose. Non, mais c'est indéniable de penser que Hussein a gagné la bataille avec ses forces, tu vois. Il a utilisé Muten, Won et Shin à son avantage, comme Riboku a utilisé Uken à son avantage auparavant. Donc, déjà, stratégiquement, pour toi, Houssen n'était pas supérieur à Riboku. C'est comme il l'a dit, c'est grâce à ses cartes, c'est ça? Chacun utilise ses cartes de la bonne des manières. Ok, on est Bah, d'accord sur ça. il me
semble que c'était vraiment ça. De toute façon, il me semble que c'était dit texto dans le manga. Riboku aurait gagné s'il n'y avait pas eu l'éveil, entre guillemets, des unités de Shin et Muten, il me Ouais, semble. si les Et pour le atouts coup, c'était par des élites. c'est juste des prouesses martiales qui ont fait que Hussein a eu le dessus sur Voilà, Iboku pour le pas coup. parce qu'il y a ce débat de que Hussein a été meilleur stratégiquement que Riboku sur la bataille des plaines de Shukai. Mais moi, je suis pas d'accord dans le sens où Hussein lui-même te dit que non, il n'a pas été meilleur que Riboku. C'est juste qu'il avait des meilleures cartes. Mais si, là, on est tous d'accord sur ça, on va pas s'attarder plus que ça. Est-ce que Spiro, tu voudrais réagir sur tout ce qu'a dit Tatsumaki pendant ces plusieurs longues minutes? C'est très intéressant d'ailleurs, Tatsumaki, je te remercie. Ah, Bah, merci. euh, ouais, non, pas spécialement. C'est vrai que en soi, il a cité les forces de Riboku, et on est tous d'accord pour dire que en termes de prévision de bataille, c'est le meilleur, en tout cas qu'on ait vu jusqu'à présent. Et Alors attends, excuse-moi, dans le chat, je le vois, Riboku a perdu un 5 versus 1, c'est impardonnable. Donc j'imagine il fait référence à la coalition. Est-ce que PR, tu veux réagir par rapport à ça? Ouais, je veux bien. En fait, enfin, pour moi, personnellement, après, vous me corrigez si je me trompe, mais pour moi, la coalition, Riboku, il n'est pas nommé commandant en chef des armées, c'est le premier ministre de Shu. Excuse-moi, Et est-ce que vous pour... entendez bien PR? Moi j'ai eu un petit bug, est-ce que vous entendez bien vous? Oui, c'était un peu galère là. Ouais, est-ce que tu peux Ah, ok, répéter vous PR s'il te voulez. plaît? Ouais. Alors, pour moi, déjà, enfin, la coalition, pour moi, on peut accorder. Pour moi, la défaite, elle n'est pas à accorder à Riboku, parce qu'il n'est pas commandant en chef des armées, il me semble, c'est Son Shinko qui est commandant en chef des armées. Après, pour moi, là où on peut lui dire qu'il a perdu, c'est à la bataille de Sai, où effectivement, bah, là, il a perdu, il s'est fait avoir par sa propre stratégie de cacher des informations. Du coup, il comprend qu'il y avait le peuple de montagne qui avait conclu une Attends, alliance suite à la. frérot, tu bugs un peu trop, on t'entend pas. Mais en tout cas, Ah moi, merde. je te rejoins totalement sur le fait qu'on peut pas amputer à Riboku la défaite de la coalition. Ces 5 États contre Qin, je suis d'accord, mais Riboku n'avait pas le contrôle des 500 000 soldats. Il avait le contrôle que sur ceux de Zhao. Et il a même anticipé l'échec de la coalition, donc il est parti faire monter son coup. Il a monté son coup de son propre côté et il a mis littéralement Qin. Enfin, Qin, ils étaient à 30 minutes, voire moins, de complètement disparaître. Riboku, il était à quelques minutes de prendre la tête de Sei. Donc dire que Riboku est le responsable et voilà, que ce soit que l'échec, pour moi, l'échec de la coalition n'est pas imputable à Riboku, c'est impossible. C'est pas lui qui a géré les 500 000 soldats. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la coalition dans Oui, nos non, c'est pour ça parce arguments. que je D'ailleurs. réagis aussi au chat, parce que le chat aussi, il faut les faire participer un petit peu. Et effectivement, c'est donc Shu qui avait cette responsabilité un petit peu de gérer les 500 000 soldats. Lui, c'est la personne qui a réussi à lier les États entre eux et qui est entre guillemets l'étincelle qui a permis la coalition d'exister, tu vois. Mais c'est pas lui qui dirige, et en effet, oui, tous les fronts et toutes les ailes de la bataille D'ailleurs, de Kankoku. ouais, les pro Riboku, vous pouvez quand même mettre en avant le fait que Riboku il a quand même réussi à créer cette coalition. Enfin, réussir à coaliser 5 États pour un général, c'est quand même un très grand exploit. Ça demande une grande habilité politique que n'ont pas tous les généraux de Kingdom. Et c'est un généraux. Enfin, vous m'entendez mieux là? J'ai des Ah, on petits t'entend moments beaucoup aussi. mieux là. Ok. Et déjà, enfin, c'est un généraux aussi, on le rappelle, la coalition, il me semble, la bataille de Bayou, il me semble que la coalition, c'est 2 ans après, je crois. Je sais pas exactement, enfin, c'est peu de temps après. Et il me semble que bah, Riboko était inconnu avant justement d'avoir pris la tête d'Uki. Et en 2 ans, il a gagné une légitimité suffisamment rallier 5 États, même 6, parce qu'on le rappelle, mais qui devait participer. Et bah, moi, je trouve ça simplement monstrueux parce que bah, le mec est passé quand même de généraux totalement inconnus à second d'une coalition de 6 États. Mais alors, du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que juste en prenant la tête de Huki, il a créé un nom qui a fait, enfin, il s'est créé un nom qui a fait résonner la Chine entière. Sauf que bon, il a réussi à faire la coalition, tout ça, etc. Mais bon, ça a été un échec, pas forcément par sa faute non plus. Mais c'est quand même aussi lui l'instigateur de la coalition. Enfin, je comprends pas qu'il soit autant mis sur un piédestal par toute la Chine entière, alors que là, il a entre guillemets juste tué Uki, que c'est son premier fait d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une Enfin, il y autre a eu Ouais, bataille. Il y a Gekishin. une Il y autre a eu bataille Gekishin. aussi. Voilà, il y a Gekishin aussi. Donc, tu prends le plus grand général de Qin, tu prends le plus grand général de Yan. C'est vrai que quand même, là, en termes de fait d'armes, tu peux pas faire mieux.
Prends des Non, mais ça, c'est légendes. indéniable. C'est indéniable. C'est des légendes, on est tous d'accord. Je dis juste que depuis, bah, en vrai, il n'a pas vraiment gagné. Est-ce que Riboku a gagné une bataille depuis Gekishin et depuis la coalition? Ben, Non, enfin, je crois pas. En ayant un avantage numérique, en ayant Uken. Bon, maintenant, il n'y a plus Uken. Mais là, en vrai, la bataille qu'on vit actuellement là, pendant cet arc, c'est peut-être la bataille où il est le plus proche de gagner depuis la coalition, quoi. Donc, Et en plus, faut dire que maintenant, là, il est clairement en supériorité numérique et il se fait totalement avoir par Kanki, alors qu'il est au courant des méthodes de Kanki et il sait qu'il doit se méfier et comment il doit se méfier, quoi. Alors, est-ce que vous voulez réagir, les pros Riboku, Tatsumaki? ouais, pourquoi pas. Bah, du coup, pour revenir donc sur ce qui a été dit, euh, déjà pour le 5v1, donc qui a été évoqué dans le chat, ben, c'était 500 000 contre 250 000, du coup c'est plutôt du 1v2. Et surtout, c'est la porte de Kangoku qui leur a permis. C'était un avantage naturel, ce qui, de base, un avantage naturel, comme ça a été expliqué à travers le Weidi, donc dans le tome 21, la bataille entre Eki et Quen, un avantage naturel, ça permet complètement de pallier à une infériorité numérique. Du coup, et de base, Riboku n'a même pas été aux commandes de ne serait-ce qu'un seul homme pendant cette bataille, parce que c'était Keisha qui s'occupait des forces de Zao. Et du coup, on peut pas du tout lui reprocher qu'il ait perdu le 2v1. Et pour la bataille de Sai, du coup, de base, c'était un 1v1, donc 30 000 soldats de Riboku contre 30 000 citoyens de Sai et des soldats d'élite dans le lot. Mais ça s'est transformé sur la fin en 2v1 avec l'arrivée des 30 000 soldats des montagnes, donc qui sont des soldats d'élite qui sont arrivés à cheval, alors que l'armée de Riboku était majoritairement à pied et qui ont foncé sur une armée qui était épuisée après une semaine de combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout reprocher la bataille de la coalition, mais ça, dans le camp d'en face, on était d'accord et on va pas s'attarder un peu plus là-dessus. Sinon, sur ce qui a été dit sur le reste, ben, il y a eu pas mal de louanges en fait envers Riboku. Du coup, c'était bien. J'ai pas à revenir là-dessus. Mais c'est surtout la mort conjointe de Gekishin. C'est-à-dire que Uki, c'est beau de l'avoir tué, mais sa tête ne. En fait, ça offre le bénéfice du doute. Parce que n'importe qui, on est dans Kingdom. On n'est pas dans d'autres mangas où c'est-à-dire que si tu bats quelqu'un, t'es plus fort que quelqu'un. Dans Kingdom, il peut avoir des dizaines de milliers de facteurs qui font que tu bats quelqu'un sans être plus fort. Surtout dans des batailles qui emploient beaucoup, beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que la mort d'Oki lui a offert le bénéfice du doute. Est-ce que Riboku était un grand homme? Et c'est finalement la mort de Gekishin, qui était aussi un grand homme de Yann, et puis surtout l'ouverture de sa carrière militaire dans le nord de Ganmon. C'est-à-dire qu'il y avait un blocus d'information qui a été levé après la mort d'Uki, qui a permis de se rendre compte que c'était un général monstrueux qui a éliminé 200 000 Xiongnu. C'est-à-dire que dans un espace de 1 ou 2 ans, il a éliminé 200 000 Xiongnu qui sont considérés comme les hommes les plus forts de Kingdom. Il a éliminé le général Uki et il a éliminé le général Gekishin et toute son armée. Du coup, c'est ces trois facteurs qui lui ont permis de monter la coalition. C'est pas uniquement la mort d'Uki. Parce que je vais revenir sur ce qui a été dit. Attendez une seconde. Désolé, parce que j'étais dehors. Non, t'inquiète, Euh, t'inquiète, on t'écoute. C'est-à-dire que la mort d'Uki, non, Uki n'était pas meilleur. Uki n'était pas meilleur. Dans la mesure où on ne sait pas ce qui se serait passé s'ils avaient été en pleine l'un contre l'autre avec le même nombre de soldats. Le fait est que c'était la stratégie de Riboku d'envoyer une première armée de l'homme, histoire d'éprouver les forces d'Uki, de les affaiblir, pour ensuite pouvoir surgir au bon moment avec des forces supplémentaires et l'achever. C'est ça toute la stratégie. C'était de vaincre Uki en l'affaiblissant. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais s'il aurait pu le battre en pleine. Ensuite, c'est la théorie des si qui fait qu'on peut dire absolument, absolument tout ce qu'on veut. Euh,
Certains diront que oui, certains diront que non. Mais le fait est que c'était sa stratégie. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de choisir la sécurité, de choisir de ne pas vouloir sacrifier plus d'hommes pour éliminer euh, pour éliminer quelqu'un qui est dangereux directement pour ton pays. C'est-à-dire que la stratégie de Riboku, c'est d'arriver avec plus d'hommes. Et c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est d'ailleurs ce que préconise Sun Tzu dans l'art de la guerre. Il faut toujours arriver avec plus d'hommes. Si on a le même nombre d'hommes, il faut éviter le combat. C'est la base. Euh, et donc on a tendance à un petit peu le banaliser parce que dans Kingdom, il y a souvent des affrontements en 1v1, on va dire, donc avec le même nombre d'hommes à peu près. Mais la base, c'est quand même d'arriver avec le plus d'hommes. Et Riboku est un homme prudent, ce n'est pas un arrogant. Parce que Kanmei était arrogant, par exemple. La formation qu'il a usée pour faire face à Manu était une formation d'arrogance, comme ça a été souligné par Shueikun, en se plaçant en ligne de manière à te montrer à quel point il est plus fort que toi. Le fait est que Riboku, lui, il l'a dit même face à Ryofui, il se décrit comme un quar. Donc c'était aussi pour diminuer la valeur de sa tête pour que Ryofui n'essaye pas de s'en emparer, mais c'était aussi, ça reflète bien la manière qu'il a de combattre. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à montrer les muscles, il ne cherche pas à confronter son adversaire directement, il cherche à diminuer ses forces, à l'affaiblir pour ensuite pouvoir l'achever d'un coup décisif. Exactement, d'ailleurs c'est sa stratégie complètement qu'on retrouve dans des stratégies à grande échelle, dans des batailles qui impliquent des centaines de milliers d'hommes, ou dans un 1v1 qu'on a pu voir avec Shuma. Shuma, Kane commence à le taper, il le tape un petit peu, il se retape avec Kane, il use ses forces, puis d'un coup, en le surprenant, il le tue. C'est toute la stratégie de Riboku, tout son fonctionnement, tout son mindset, c'est ça. C'est de se diminuer pour ensuite pouvoir porter un seul coup, mais un coup fatal qui va tuer l'adversaire. C'est ça dans un 1v1 ou dans des batailles qui impliquent des centaines de milliers d'hommes. C'est sa stratégie. Et, euh, et c'est ça qui lui a permis de justement pouvoir tuer des grands adversaires. C'est-à-dire que aussi d'ailleurs on a tendance à essayer de diminuer beaucoup en disant qu'il aurait perdu face à Gekishin s'il n'y avait pas eu Uken. Mais justement, tout le principe de la bataille, c'était d'utiliser sa tête comme un appât. C'est pour ça qu'il n'était pas du tout paniqué quand Gekishin il venait. Quand Gekishin venait. Il n'était pas du tout paniqué, il ne songeait pas à fuir. Alors que Riboku, c'est un des personnages les plus expressifs du manga, sans doute avec Ten et Sekun-kun. Il ne suait pas ou quoi que ce soit. Il savait que c'était là parfaitement son plan. Il voulait attirer Gekishin et le finir d'un seul coup. C'est ça tout le talent de Riboku. C'est quelqu'un qui s'utilise ou qui se diminue dans le but de pouvoir tuer l'adversaire. Tatsumaki, tu es magistral. Je bois tes paroles et Trop fort. je pense que là, on va apporter un petit peu de soutien aux anti-Riboku. Je vais faire monter donc un anti-Riboku. Je vais faire monter Kirolo tout de suite. Hop. Kirolo, est-ce que tu nous entends? Déjà que ça pépé, il me tue. Ah, il a le micro coupé. Kirolo, est-ce que tu nous entends? Je peux peut-être prendre la parole le temps qu'il Vas-y, mon arrive. petit, bah, je te laisse répondre. Globalement, je suis d'accord avec tout ce que Tatsumaki a dit. Moi, je bois ses paroles aussi depuis tout à l'heure. Il me ferait presque rejoindre le camp opposé, mais globalement, moi, je pense qu'il fait que je suis dubitatif vis-à-vis de Riboku, c'est peut-être le fait qu'on l'ait beaucoup vu tout au long de l'œuvre, genre un peu trop peut-être. Ah, est-ce que ça serait donc plus Euh, une lassitude du coup? non, je pense pas. Non? En fait, quand j'aime beaucoup voir Riboku, je dis juste qu'on l'a beaucoup vu, donc du coup on voit beaucoup de ses faits d'armes et d'autres grands généraux comme Rempa par exemple qu'on a vu une seule fois m'ont plus marqué dans l'idée d'être un grand général vraiment talentueux et vraiment impactant. Déjà par le fait qu'il ait des commandants d'armée remarquables, qu'on ait droit à des discours tout aussi intéressants et captivants. Et une autre chose, c'est que Riboku, je crois que c'est lors du duel avec Shin, ils expriment le fait que Riboku est un personnage qui martialement est quelqu'un qui sait se battre quand même, qui a été sur le champ de bataille, il sait se battre. Maintenant, c'est vrai que à part là contre
contre Shuma, on l'a pas vraiment vu donner beaucoup de coups d'épée dans sa vie. Alors, oui, Uken est l'épée de Riboku. Riboku est un stratège, mais je sais qu'il sait. En fait, quand on introduit un personnage qui sait se battre, moi j'attends de Riboku un petit peu d'échange d'épée avec des gens qui savent échanger aussi avec à l'épée, quoi. Donc, j'attends de voir. Voilà, c'est ce genre de choses qui me font dire que Riboku est peut-être un peu trop haut dans l'estime des gens, de par ce qui a été dit et pas ce qui a été fait et qui pourrait être fait. Alors, je vais ajouter une autre personne du côté des pros Riboku cette fois-ci, en attendant que Kirolo vienne. Je vais ajouter Wiper. Wiper, est-ce que tu m'entends? Il a le micro aussi. Enfin, il a coupé son micro. Ouais, les gars, allumez votre micro, s'il vous plaît. Ah, Kirolo, il a allumé. Ah, Kirolo, tu nous entends? Alors, on va attendre que Wiper et Kirolo nous entendent. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que vient de dire Morty? Par exemple, sur le côté que martialement, il n'est pas si impressionnant que ça. Mais est-ce que Reibuku est un personnage qui est là pour nous impressionner martialement? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est un personnage qui a été introduit pour nous Mais dans ma impressionner tête, stratégiquement. Alors, je te comprends. C'est vrai qu'on a eu des belles planches où Shin, voilà, il est impressionné par l'avant-bras de Reibuku. Il sent qu'il a subi beaucoup de batailles. Mais déjà, j'aimerais rebondir sur le fait que Shuma, il ne faut pas le sous-estimer. Shuma, il est dit que sa puissance est pas loin de celle de Zenu. Zenu, c'est un monstre physiquement, donc il faut pas sous-estimer Shuma. Donc perdre contre ah Shuma, non, mais pour moi, j'ai c'est été pas une très déçu honte. de, j'ai été très déçu de Shuma, hein. Mais pour moi, Riboku aurait eu un niveau équivalent un peu à l'épée, un niveau équivalent de Kanki. Et bon, après, Kanki a l'avantage d'être en cheval, etc. Et on a vu tout le chapitre d'aujourd'hui, hein, j'imagine. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un petit échange, quoi. Où il se fait briser son épée directement. Donc, je sais pas si c'est vraiment recevable comme argument, mais Ouais, je sais pas, est-ce que PR, tu veux réagir? Alors, moi, je suis d'accord, mais pour moi, comme dit Ford l'a dit plus tôt, Riboku, en fait, pour moi, il est pas là pour nous impressionner martialement. C'est pour ça que quasiment, sauf depuis peu, mais c'est pour ça que quasiment à chaque bataille, ben, il y a Uken à ses côtés, parce que justement, il est pas là pour nous impressionner martialement. PR, Sauf je suis là, du désolé, coup, frérot, mais on t'entend vraiment pas quand tu parles. Est-ce que Wiper, tu nous entends là? Non, toujours pas. PR, franchement, moi, je sais pas le chat, dis-moi si vous entendez quand PR parle. Si vous entendez, c'est très bien. Allô, 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 Le allô. chat, ouais, ils disent bof. Ah, c'est qui dit allô, Wiper, c'est toi? Ah, c'est moi. Ah, parfait. Frérot, comment tu vas déjà? Bonsoir, bonsoir, ça va, ça va. T'as pu suivre un petit peu le live jusqu'à maintenant? Euh, ouais, j'ai suivi Donc, jusqu'à est-ce que là, les 5 dernières minutes, ouais. donc ça Est-ce que t'as bloquait, déjà j'ai envie de coupé. réagir sur quelque chose tout de suite, là, d'entrée de jeu? Alors, d'entrée de jeu, sur ce qui a été dit en tout premier avec Uki, sur le fait que juste parce que Riboku, enfin, l'argument c'était, ça s'est passé de cette manière, donc si ça s'était pas passé de cette manière, Riboku a perdu. Riboku n'aurait pas gagné, je suis désolé, c'est pas un argument. Parce que oui, oui, Riboku, il avait plus de généraux. Oui, Riboku, il avait l'armée cachée. Mais c'est pas pour autant que s'il n'y avait pas eu tous ces éléments, Riboku aurait perdu. Ça s'est passé comme ça. Ça veut pas dire que si ça se passe pas comme ça, il aurait perdu, quoi. Et par rapport à la coalition aussi, Riboku, il n'est pas responsable de toutes les armes. Et Riboku, il a rien fait. C'est Kesha qui était chez Zao. C'était Go-Mei chez Wei. Donc déjà, d'un côté de la coalition, Ordo, il était catastrophique. Seikai, il a été catastrophique. Kanmei, il a été catastrophique. Kesha, il a géré. Karine, elle a géré. Et Go-Mei, ben, il a servi à rien. Donc déjà, tu as trois généraux sur 5 qui sont catastrophiques et qui ont plombé la coalition parce que Hussein, il a pu du coup aider la porte de Kankoku contre Karine. Ensuite, les gens oublient trop que du coup, qui était une menace derrière, c'est répété plusieurs fois. La coalition, ils avaient quand même une charge mentale parce qu'il y avait qui derrière qui pouvait aller se faire plaisir chez eux dans leurs états. Ensuite, Asai, c'est aussi dit noir sur blanc que genre, c'était une succession de miracles que Sai tienne 7 jours. Shu Bunkun l'a dit,
Il a dit on a besoin d'une succession de miracles pour gagner. Tannoa, elle est arrivée, Shin, il a dit un miracle s'est passé. Et même avec tout ça, Riboku, il a dit il aurait pu combattre l'armée de Tanwa, mais après ça, il aurait plus eu assez d'hommes pour faire tomber Kanyu. Finalement, Riboku est juste un personnage malchanceux. Bah, c'est le personnage qui est contre le scénario, quoi. Et c'est justement, si ce n'est l'argument numéro 1 pour prouver que c'est le GOAT, il n'y a que sur lui que ça tombe, quoi. Il n'y a que sur lui que le scénario est à ce point, s'acharne à ce point. Et pour aussi argumenter sur ce qu'a dit Tatsumaki tout à l'heure contre Gekishin, c'est aussi dit noir sur blanc, Riboku le dit, qui fait en sorte que ses adversaires le sous-estiment. Dans le chat, ça dit pas penser à une aide extérieure, c'est une bêtise, sachant que c'est sa stratégie préférée. Ah, je peux la prendre celle-là? Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors j'imagine du coup que ça fait référence au cas des habitants des montagnes Ouais. et à la bataille de Sai. C'est-à-dire que Riboku ne pouvait pas prévoir ça. C'est-à-dire que Riboku, avant la coalition, il s'est posé et il a réfléchi à toutes les forces en présence dans l'armée de Qin. Et il savait que tout était à la porte de Kankoku, ou alors dispersé dans les autres villes qu'il a détruit une à une en allant jusqu'à Sai. Et il ne pouvait pas prévoir l'arrivée des hommes des montagnes, parce que ça a été dit noir sur blanc. L'aide qu'a apporté donc l'alliance qu'il y avait désormais entre le peuple des montagnes et la royauté de Qin, elle a été complètement passée sous silence, avec toute la rébellion de Seikyu qui a été complètement effacée des registres. Ça a été dit par Sei ou Shogun-kun. Et il ne pouvait pas prévoir l'imprévisible, dans la mesure où il ne pouvait pas prévoir qu'une armée qui était en conflit avec les autorités de Qin depuis des centaines d'années, d'un coup détacherait des unités pour aller les aider. C'est-à-dire que c'est comme un... Sachant aussi que Riboku est un homme qui a passé toute sa vie à affronter les Xiongnu. C'est-à-dire que pour lui, ce serait comme si les Xiongnu descendaient avec une énorme armée pour aller aider Zhao. C'est complètement inconcevable. C'est-à-dire que le C'est plus ce qu'il logique, dit en plus. que les hommes des montagnes viennent pour essayer d'attaquer Qin. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prévoir qu'une armée qui n'existe pas dans aucun registre, dans quoi que ce soit, qu'une armée fantôme puisse attaquer et complètement renverser le cours de la bataille. D'autant que, comme l'a dit Wiper, il aurait sans doute pu les vaincre, sachant qu'il avait Uken d'ailleurs avec lui. Il avait son épée et il avait même en infériorité numérique les hommes. Il n'était pas dénué d'hommes, du coup, mais il aurait pu les affronter. On ne sait pas s'il aurait gagné, mais ça me semble une possibilité envisageable. Enfin, c'est pas inconcevable qu'il ait pu gagner face à eux. Euh, et c'est-à-dire que c'était complètement impossible de prévoir ça. Si c'était une armée de Qin, si c'était Hussein qui était arrivé et qui avait renversé la bataille, là on aurait pu. Déjà, ça aurait été un petit peu malhonnête parce qu'il aurait dû prévoir des facteurs absolument incroyables, mais en même temps, c'est aussi le talent du personnage. Euh, mais ça aurait été déjà lui en demander beaucoup. Là, c'est lui demander l'impossible, c'est lui demander d'avoir une omniscience, de savoir absolument tout partout, d'avoir lu le manga avec nous pour savoir ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que c'est aussi un point qu'on oublie souvent. Ce que nous, on sait, ce n'est pas ce que tous les personnages savent. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent d'appliquer quand on lit. Euh, et c'est ce que Kingdom fait très bien, d'ailleurs, parce que souvent, certains auteurs ont tendance à faire connaître à tous les personnages ce que nous, on sait. Mais là, c'est très bien fait, et c'est justement ce qui a permis la défaite de Riboku. Il ne pouvait pas prévoir ça. Et aussi, si je peux revenir sur la puissance martiale, oui, Riboku nous a été montré comme un personnage qui a une certaine puissance martiale. Mais ce n'est pas un général martial, comme ça a été dit. Et il n'est pas là pour nous offrir du spectacle en se battant. C'est-à-dire que c'est un stratège qui a une valeur ajoutée, qui sait se défendre. S'il est attaqué, il ne va pas tomber tout de suite, comme ça peut être le cas face à Gomei, face à Shosu, face à Jukohu, d'autres stratèges, ou Genpu qui s'est fait décapiter. Non, c'est un stratège qui peut survivre un petit peu s'il est pris dans une situation véritablement compliquée, comme c'est le cas avec l'embuscade. C'est-à-dire que là, avec l'embuscade, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé. D'abord, Shuma. Donc, il l'a tué, j'ai déjà expliqué comment il l'avait tué, mais déjà, il l'a affronté. Il a pris aucun coup. C'est-à-dire qu'il a encaissé, c'était un petit peu difficile, mais il a encaissé.
Donc face à un gars qui est presque au niveau de Zenou, quand même, d'une force différente. C'est pas le même type de force, mais un mec très très puissant. Ensuite, il a combattu Ringoku. Certains ont peut-être été déçus de ses échanges avec Ringoku, mais quand ils se font face à cheval, il n'y a aucun vainqueur. Riboku, il est complètement à l'aise en train de combattre Ringoku. Il n'y a aucun vainqueur, et le seul moment où Ringoku prend l'avantage, c'est quand Riboku est descendu, il est à pied, Ringoku charge, il est à cheval et il le frappe. Dire qu'il a un avantage considérable. Et là encore, Riboku ne prend pas un seul dégât. Il tombe et il se relève. Il n'a rien pris. Face à Kanki, c'est pareil. Donc Kanki, qui est, on l'imagine, beaucoup plus fort que Ringoku, il s'est fait comparer à ce qui aurait pu arriver. Donc imaginez si Goumei avait été dans la même situation, il est clair que sa tête volait. Mais lui, Riboku, il a perdu son épée dans le processus, mais il a réussi à se sortir de son échange avec Kanki, qui était peut-être la dernière occasion qu'avait Kanki de tuer Riboku directement. Donc non, Riboku n'est pas en désavantage, enfin n'est pas mauvais martialement, c'est simplement qu'on nous montre toujours en désavantage face à son adversaire. Parce que Kanki aussi était dans une charge, il avait de l'élan, il était à cheval, et il l'a frappé de toutes ses forces. Et Riboku a été complètement pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'entre le moment où il le frappe dans le 745 et le moment où il réagit, où il se rend compte que Kanki est là dans le 744, il ne doit pas avoir bien plus que 2-3 secondes. Et en 2-3 secondes, il arrive à se remettre en position, à se préparer, à répliquer et à sauver sa tête. C'est pas rien. La performance que nous livre Riboku, c'est pas celle d'un Moubou, c'est pas celle d'un Repa, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de savoir se débrouiller. Et c'est complètement ce qu'il fait. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des anti-Riboku qui veulent venir monter et prendre la parole? Je fais En une vrai, petite. pendant que tu fais venir des gens, Vas-y, il y a un Spiro, autre point qu'on peut développer, c'est que dis-nous. c'est pas en soi, c'est pas Attends, ça, attends, c'est un excuse-moi, coup. Spiro, je t'ai pas bien entendu. Et je fais juste une petite précision. Ceux qui veulent monter, venez dans la salle d'attente sur le serveur Discord. Vas-y, Spiro, je t'en prie. Tant mieux. Ouais, vas-y. La coalition, ok, il s'est mis en retrait, probablement déjà en prévoyant son coup de venir en scred, mais il y a un gros souci, c'est que il ne tente même pas de vaincre la porte de Kankoku. Il fait pas de plan anti-Mubu, il fait pas de plan anti-Ryukyu. On dirait directement que c'est un aveu de défaite et il envoie Keisha qui, au final, n'arrive pas à passer Ryukyu et qui n'arrive même pas à après utiliser l'ouverture laissée par Ryukyu qui quitte le champ de bataille pour aller directement pour Riboku. Donc il y a un vrai souci Mais, là. mais Il y a un truc, Zao, c'était le camp le plus éloigné. comment ça? Ben, Zao, c'était le champ de bataille le plus éloigné de la porte. Oui, après, tu peux avoir un champ très éloigné et quand même avoir de l'impact. Je pense au combat qu'il y avait entre Uzen et Ordo. Il y a eu de l'impact sur le centre Après, on quand peut ça pas allait pas. reprocher à Riboku de de pas aller sur le terrain des autres. Bah, Il peut pas faire un plan moi, je trouve que anti-Mobu si en face de lui il y a Shu. Shu, c'est censé être la superpuissance du continent. Il a pas à réfléchir pour Shu comment, enfin, travailler sur son propre terrain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a aussi le respect des autres États. Riboku, il peut pas dire je décide tout pour tout. C'est aussi d'ailleurs pour ça que quand il est allé attaquer ça, il a pris 1000 hommes de chaque État parce qu'il n'est pas censé dire c'est moi qui contrôle tous les États. Ils sont censés être entre guillemets sur une sorte de pied d'égalité. Chaque État doit gagner sa bataille par ses propres moyens. bah, Alors il attendez, y a je vais faire ça, mais rentrer, excusez-moi, je vais faire rentrer juste quelques personnes. Est-ce que Chosroes, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Parfait. Alors dis-nous ton Alors, camp, pro ou anti? alors, je suis quand même beaucoup pro Riboku, mais je comprends pourquoi on peut être anti Riboku. Ok, bah je t'écoute, développe ton idée. En fait, c'est-à-dire, je pense qu'en fait, le problème, je trouve des anti Riboku, c'est qu'en fait, ce qu'on reproche à Riboku, on pourrait le reprocher à tous les autres. C'est-à-dire à Hussein, à Shoei-kun, même à Shin, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que oui, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Hussein, sans Muten, au premier jour à la bataille des plaines de Tsukai, sans Hussein, sans Muten, Hussein, il perd le premier jour.
dès le premier jour parce que son aile gauche est détruite et il est obligé de battre en retraite et toute l'armée est détruite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et, Après, juste dirais un truc. Après, c'est vrai que c'est aussi Hara qui présente Riboku comme le plus grand personnage, le plus grand antagoniste oui, en tout cas de Kin. C'est pour ça que les exigences des lecteurs sont plus importantes pour Riboku qu'un autre ça. personnage. Mais Ah, sauf il que est j'ai envie de vendu dire, comme infaillible. Hein. C'est un personnage qui est vendu comme infaillible, le plus grand rempart contre l'unification de la Chine. C'est pour ça qu'on a des hautes attentes envers ce personnage. ouais, mais C'est j'ai envie même de vous dit dire, par les rois d'autres pays. ouais, mais j'ai envie de vous dire, Hussein aussi. Hussein aussi, c'est considéré, on le considère comme le nouvel Akoki. Et ça aussi, Mais c'est dit pas comme plusieurs le fois. GOAT. Ah si, si, ça c'est, il y a plein de moments où on dit, ah non, Hussein, il est imbattable. Il y a Renpa qui dit, oh purée, ça me rappelle Hussein. Enfin, ça me rappelle Akoki. Il y a plein de gens, et Hussein, on le montre plusieurs fois comme étant vraiment imbattable, quasiment imbattable, quoi, quasiment invincible et quasiment. Et le mec, quand il arrive sur un champ de bataille, c'est qu'il est quasiment sûr de gagner déjà. Et c'est quand Donc même déjà, beaucoup moins appuyé que pour beaucoup, hein, je trouve. Hein. oui, évidemment que c'est moins appuyé, mais c'est quand même pas mal appuyé quand même. Donc c'est pas rien. C'est pas, voilà, franchement, et puis franchement, je trouve que Riboku, même si Riboku, il usurpe, là où je comprends ce que vous venez en dire, c'est que oui, effectivement, il y a des fois Riboku, il y a des fois tu te demandes, mais comment il a fait pour rater ça? Bah, par exemple, là, je trouve que dans l'arc actuel, je me dis, mais comment Riboku a fait pour ne pas voir venir une embuscade comme ça? Et comment il a fait pour ne pas préparer une embuscade comme ça? Et quand Guyane est tombé, je me dis toujours, mais comment ça se fait que sur les 300 000 hommes, il n'en avait pas laissé beaucoup plus à Guyane? Alors que 40 000 hommes de moins, ça n'aurait pas changé grand-chose à Sekirei. Donc oui, il y a des côtés comme ça où je comprends pourquoi, mais c'est pourquoi on dit, bah, mais Riboku, c'est un peu une fraude, pourquoi il a perdu. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que Kingdom, aussi bien écrit soit-il, ça reste un manga, et donc une histoire où il faut à un moment donné que les gentils gagnent à la fin. Et le problème, c'est que c'est compliqué de toujours justifier parfaitement. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis pas que Hara a mal écrit son truc, il a mal géré son truc. Mais Mais je la pense qu'à un réalité, moment c'est donné, que c'est impossible de dire que Riboku est totalement une fraude. C'est oui, de base, nous c'est on ça. part perdant parce que on sait très bien que Riboku est quand même l'antagoniste majeur de l'œuvre et c'est indéniable et ça serait complètement délu de penser le contraire. On est tous d'accord là-dessus. Oui, c'est ça, mais sauf que, en fait, mais là là aussi, il faudrait appeler, un truc que vous avez pas, je pense, que j'ai pas entendu, que vous avez rappelé, vous l'avez peut-être fait, mais j'ai pas entendu. C'est aussi, faut voir aussi tout ce que Riboku fait, qui ne compte pas parmi les exploits sur le champ de bataille, en dehors du champ de bataille. Moi, je pense par exemple, notamment, bah, à la bataille de Kokuyu, Kanki arrive à prendre les 5 collines de Kokuyu, qui est censé permettre l'invasion de Zhao. Et en moins d'un an, Riboku arrive à complètement annuler les bénéfices de la bataille pour Qin. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, il fortifie tellement la région que Qin ne peut pas envahir Zhao par l'ouest. Et ça, c'est un truc, je trouve qu'on ne rappelle pas assez. C'est quand même, c'est pas, voilà, c'est pas, oui, c'est pas de la stratégie sur le champ de bataille. C'est pas un truc où on fait, oh non, comment il a fait à la fin d'un chapitre. Mais quand tu y réfléchis, tu dis purée, c'est quand même, il y a qui d'autre en Chine qui serait capable de le faire, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a plein des moments comme Non. ça. À des moments comme ça, vas-y, cite-moi un autre où c'est pas Alors, Riboku attendez, qui. juste un instant, Ben, dites-moi juste dans le chat ceux qui veulent monter en tant que anti-Riboku, parce que vous êtes plusieurs dans la salle d'attente, mais Ouais. dites-moi qui est anti-Riboku. Parce que je pense que bon, la team des pro Riboku, là, elle est bien installée. Ils sont bien... faut venir un peu les bousculer. Tu veux que je laisse ma place, Zilford? Je peux. Hein. Non, En vrai, t'inquiète. moi je vais me tailler parce qu'il y a le match de la Carmine Corp là Ah, ok, qui va ok. être un petit peu- Donc, je vais faire monter Manu. Il y a qui d'autre qui veut monter en tant que anti-Riboku? Je vais faire monter Manu tout de suite. Manu, vas-y, mets-toi dans la salle d'attente. Il y a qui d'autre? Anti, il y a double Z, je t'avais fait monter, t'es reparti. Non, c'est Fouble Z. Fouble Z, est-ce que tu nous Bonne entends? soirée, les gars, et bonne fin de live. Merci Spiro d'être passé. Bonne soirée. À toutes. Salut. Fouble, est-ce que tu m'entends? Pose des mutes. Fouble, t'es mute, on sait pas pourquoi. El Manu, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Voilà, on a un bon anti-Riboku là, je pense. Vas-y, on t'écoute. Non, mais après, je suis pas pro, je suis pas en tirer beaucoup jusqu'au max, mais Oui, je c'est une sais, façon de parler, tu sais.
je sais reconnaître ses torts. Par exemple, je trouve qu'il se trompe beaucoup trop souvent dans ce qu'il dit. C'est-à-dire. Il est tout, bah, quand il fait des prévisions, il a tout le temps faux. Depuis Kokuyu, on nous disait qu'il avait trouvé la faiblesse de Kanki. Au final, c'était un gros flop. Ouais, c'est vrai que sur la faiblesse de Kanki, je suis pas non plus convaincu. Entre Est-ce que. ça Ouais. et ses erreurs flagrantes, enfin, il n'en fait C'est pas quoi ces tant que erreurs? ça, C'est mais quoi ces erreurs flagrantes? Parle-nous-en. bah là, c'est de s'être précipité vers Ika alors qu'il savait pertinemment que ça pouvait pas tomber. Excuse-moi, Full Z, tu m'entends? Ouais, ça va quoi? Ça va et toi? Ah, ça va très bien. Moi, je suis dans le camp des gens qui pensent que Riboku, c'est une fraude. Vas-y, bah, je te laisse développer, frérot. Vas-y. Bah, de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, je vais pas me répéter dessus, tu vois. Mais je pense que le problème de Riboku, c'est qu'il peut pas prévoir, anticiper en pleine bataille, si tu vois ce que je veux dire. Contre Houssen, en plein combat, lui, Houssen, il a pu s'adapter. Comme il l'a dit, tu vois, ils étaient égaux, les deux. Mais lui, Houssen, il a pu s'adapter avec Shin, tout ça. Alors que avec Riboku, lui, bah, c'est son problème à lui. Il a du mal, il prévoit avant que les batailles se passent. Et en plein combat, bah, voilà ce C'est qui se quoi? passe. Hein. Tu penses qu'il a pas assez bien exploité les cartes qu'il avait dans sa main? Dans sa main? Ouais, si on peut dire ça, ouais. Tu vois, contre Kanki, en plein combat, voilà quoi. On a vu ce qui s'est passé. Bah, explique-nous, Kanki, frérot, c'est ça. Faut des termes là. Faut dire fais des phrases. Dis-nous clairement qu'est-ce que tu reproches là contre Kanki. contre Kanki, bah, de tout. Hein. Il a préparé sa zone, il a préparé son terrain avant que Kanki Ouais. il arrive. Et une fois que Kanki il est arrivé, bah, il s'est fait démonter. Kanki il a Bah, su, il a su le mettre en panique. Voilà, le problème de Riboku, c'est qu'il n'arrive pas à gérer ces situations-là. Ouais, la ouais, bataille n'est alors, pas finie, hein, mais ouais. Est-ce que les pros Riboku veulent réagir à ça? Est-ce que Riboku se fait finalement vraiment défoncer Moi, par Kanki? à propos de Houssen, moi, j'ai un truc à dire. Vas-y, bah, on réagit sur Houssen et après on passe sur Kanki, vas-y. C'est faux le fait que Riboku il sache pas s'habituer et que Houssen est mieux improvisé, on va dire, parce que c'est justement l'inverse qui s'est passé et Houssen le dit. Il dit que leurs tactiques elles étaient égales, mais que c'est Riboku qui a été plus vif parce que c'est Riboku qui a mieux improvisé en éliminant, en mettant out, on va dire, Aku et en allant tuer Maku de l'autre côté pour mettre en difficulté les ailes. Et Riboku, il n'avait pas prévu ça, il n'avait pas prévu de d'envoyer d'envoyer Maku dans un coma et d'aller tuer d'envoyer Aku dans un coma pardon et d'envoyer Maku à la mort de ses propres mains. Donc c'est lui qui a improvisé à ce moment-là et c'est ça qui lui avait fait prendre l'avantage. Quelqu'un veut réagir? Ouais, mais le problème, c'est que dès qu'il perd l'avantage, il n'arrive pas à réagir comme il faut. Par exemple, dès que la bataille du centre a commencé, on l'a jamais vu prendre l'ascendant sur Houssen. À chaque fois, il se faisait dominer. Même Houssen, il est venu, hop, oh, j'ai le temps de discuter avec toi avant de repartir et de leur dominer. Bah, on peut dire aussi l'inverse. Mais Au ça, centre, Hossein, il a pas dominé non plus Riboku. il me semble si Ah, normalement quand il parle du fait qu'il ait décelé l'instinct machin nanana, l'armée d'Houssen oui, elle avait certes, mais l'avantage pour et moi, au justement centre, il se neutralise plus qu'autre chose. Il n'y en a Houssen pas un qui domine l'autre, en fait. Houssen avait l'avantage et du coup bah, Riboku il a pris l'avantage sur les ailes en Bah, mettant un, out Aku et en un peu mettant quand out même. Maku. Parce que au centre, faut le rappeler que pour sauver le QG, ils ont rappelé l'aile gauche pour protéger son QG. Non. Et justement Sinon, tout s'est joué Mais sur les ailes. Le centre. Vas-y. ouais, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, c'est l'aile droite de Kin qui a permis à Hossein de prendre l'avantage sur la bataille. Mais sinon, au centre, avant l'intervention de Shin, c'était plutôt. Ils étaient à peu près à égalité, je pense. ouais, je pense, mais
juste après que c'était fini à droite, le centre avait percé, il me semble. Alors que de l'autre côté, c'était pas forcément le cas. Genre, le seul Non, je crois moment justement que c'était où avant. Hussein a un peu tremblé, c'est quand il y avait les deux qui ont foncé sur son QG. Sinon, Ouais. Mm. bah après, Et quand il a pris la fuite, il était serein. ouais. Alors, Tatsumaki, est-ce que tu veux réagir aussi sur le fait que Riboku se ferait entre guillemets défoncer par Kanki actuellement? Oui, complètement. C'est-à-dire que non, pas du tout. Enfin, Riboku, il ne se fait pas du tout détruire par Kanki parce qu'on va faire un rappel un petit peu de ce qui s'est passé depuis le début de la bataille de Gian. D'abord, il y a eu la bataille d'Atsuyo où Kin a perdu 3 fois plus d'hommes que ce qui était initialement prévu. C'est-à-dire qu'avec une armée d'Usen qui est quasiment de 100 000 hommes, on peut tabler sur au minimum de prévu 10 000 hommes, 3 fois plus. Ensuite, il y a eu l'embuscade à Rumu, entre Taigen et Rumu, où Kin a perdu 40. Et ensuite, il y a eu la bataille. Excuse-moi, Tatsumaki, est-ce que tu peux répéter? Je t'ai pas bien entendu. Pardon. Alors, il y a eu du coup, à partir d'où? Tatsuyo, vas-y. Après Atsuyo. Du coup, à Atsuyo, ils ont perdu environ 30 000 hommes sur une armée d'Usen qui ont. Donc, Usen, il a une armée de presque 100 000 hommes. On peut tabler sur des pertes prévues de 10 000 hommes. 3 fois plus, ça fait 30 000 hommes. Ça me paraît un chiffre cohérent, vu que ça. Pardon. Pour que des pertes aient empêché complètement l'armée d'Usen de monter vers Gian, c'était au moins de monter. Ensuite, il y a eu l'embuscade de Rumu, où Kin va perdre 40 000 hommes. Et ensuite, il y a la bataille des plaines de Gishi, donc celle dont on sort, où Kin a perdu. Donc là, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais selon toute vraisemblance, Kin a perdu 130 000 hommes sur son contingent de 140 000 hommes. C'est-à-dire que on sait, enfin, c'est-à-dire que il reste actuellement 10 000 hommes sur les 140 000 hommes. L'armée d'Eki n'existe plus. Les deux ailes ont perdu. Et l'armée de Kanki, tout l'axe de Riboku dans la fin de la bataille des plaines de Gishi, ça a été de ne pas poursuivre Kanki plus que ça. Donc il a envoyé quelques hommes histoire d'eux, mais il n'a pas cherché à battre Kanki. Ce qu'il a cherché à faire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé Sun Shiju et Kohakuku pour complètement détruire tous les restes de l'armée de Kanki. Chaque homme, n'importe qui, il voulait que tous décèdent dans l'encerclement des plaines de Gishi. C'est pour ça que Kanki, justement, a pu s'échapper. Si Riboku avait ordonné une full poursuite, certainement que un certain nombre des troupes de Kanki auraient survécu, mais peut-être qu'ils auraient eu directement Kanki, ça on ne sait pas. Mais là, il s'est concentré sur l'anéantissement complet des forces de Kanki, et il a réussi. Vu qu'ensuite il est rentré, s'il est rentré tranquillement dans son QG, c'est qu'il devait rester personne dans la cage. C'est qu'il avait fini son travail, c'est que c'était nettoyé. C'est-à-dire que depuis le début de cette bataille, si on cumule les pertes, Kin a perdu 200 000 hommes. C'est immense, 200 000 hommes. C'est-à-dire qu'à lui seul, Riboku, en 15 jours, depuis le départ d'Atsuyo, il a tué 2 fois plus que ce qu'il a fait avec son exécution des 100 000 hommes l'année précédente. Et ensuite, là, il se retrouve dans une situation un petit peu délicate, mais rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prévoir, enfin il s'est fait avoir par Kenki, comme c'est dit dans le chapitre 741, mais même là, il avait prévu un dispositif spécial pour que toutes les armées prévues, que toutes les armées transitant vers Ika dans la zone puissent affluer rapidement jusqu'à sa position. Il avait prévu encore une fois l'imprévisible, et il s'était paré en cas d'une situation compliquée. Encore une fois, parce qu'il sait que que Kenki est un général imprévisible. Et justement, en parlant de ça, de Kanki, de la faiblesse de Kanki, il y a eu l'argument qui a été évoqué tout à l'heure, que Riboku se trompe souvent dans ses prévisions. Ça, c'est un fait. Mais pourquoi? Parce que Riboku est utilisé d'une certaine manière par Hara. Riboku est un petit peu ici pour servir de voix à Hara d'une certaine manière,
quand il veut un petit peu une situation. C'est-à-dire que quand il veut qu'on se dise oh là là, Kin va perdre, alors il fait dire à Riboku mais non, ils ne peuvent pas sortir de ma cage, tout est fini, tout va bien, nanana. En fait, il utilise Riboku uniquement comme un Un haut-parleur faire-valoir. de l'attention. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher véritablement. C'est un rôle qu'il a depuis longtemps. C'est le moyen qu'a utilisé Hara pour essayer de monter en tension une situation qui implique Riboku, du coup. Sinon, il y a aussi eu le manque d'adaptation qui a été évoqué. Bon, ça a déjà été évoqué par Wiper, du coup, je vais rapidement passer dessus. Non, Riboku, il a été beaucoup plus incisif que Hussein, comme ça a été dit. C'est-à-dire il s'est retrouvé avec un statu quo pendant la bataille de Shukai. On lui a dit voilà, ça c'est les forces en présence, sachant que pendant toute la campagne de Gyu, il a été pris au dépourvu. C'est pour ça qu'il a perdu. Je pense véritablement que s'il avait eu du temps de préparation, s'il avait su, c'était aussi la stratégie de Kin. Attention, de prendre au dépourvu Riboku. Mais s'il a perdu, c'était parce qu'il n'a pas pu, parce qu'il n'a rien pu prévoir en amont. S'il avait prévu quoi que ce soit, comme on a vu là, quand Riboku prévoit quelque chose, c'est un anéantissement total de l'ennemi. Et même là, alors qu'il n'avait pas prévu, justement, parce que tu as dit, Manu, que une fois que ça sortait de sa zone de prévision un petit peu, il était complètement aveugle. Mais non, il n'avait rien prévu et pourtant il a tué Aku, il a fait abattre Aku, il a abattu Won, et tout ça c'est de son fait. C'est uniquement lui qui s'est adapté à la situation donnée, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est lui l'architecte de tout ce qui s'est passé dans la bataille des plaines de Shukai. Et au niveau de la bataille du centre, il y a eu un statu quo, comme ça a été dit, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, on peut pas vraiment lui reprocher parce que Riboku, euh, il n'a pas fait comme Hussein. C'est sans doute le seul point, je pense, où Hussein est supérieur à Riboku. C'est parce que Hussein est devenu, un petit peu lors de cette bataille, un général hybride. Ce qui est tout à son honneur. C'est véritablement quelque chose de sensationnel qu'il a fait. Mais c'est-à-dire que Riboku, lui, n'est pas un général hybride. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs en relisant la bataille du centre. Il avait des officiers qui avait été entraîné et qui comprenait des officiers qui étaient instinctifs. Mais lui, il ne l'était pas. Lui, il est resté au QG, alors que Hussein, lui, prenait les décisions parce que Riboku n'est pas instinctif. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir eu seulement un statu quo au centre, euh, parce que lui n'était pas aux commandes. Il a délégué aux deux comptes, donc le compte Rai et le compte Ku, je crois, le commandement, et lui, il ne faisait pas ça, parce que lui, il ne comprend pas le style instinctif. Alors sinon, il y a aussi, tu as dit, Chosres, que tu ne comprenais pas ce qui s'est passé à Gyan. Pourquoi il n'y avait pas autant de soldats, de contingents à Gyan? Eh bien, moi, je pense que c'est pour une raison simple. C'est simplement pour détruire l'armée de Kelki. Pourquoi? C'est-à-dire que, évidemment, il le sait que Gyan est l'objectif de Kin. Il aurait pu poster une énorme garnison pour que la ville soit complètement imprenable. Mais il ne l'a pas fait, il a laissé quasiment rien. Il a dit la ville était sous-gardée, elle était sous-protégée. Mais pourquoi? Eh bien, je pense que c'était justement pour que l'armée de Qin s'en serve comme d'une cible, la prenne, ce qui s'est passé, et qu'ensuite ils essayent de la défendre parce que c'était leur objectif, et que Riboku puisse les détruire sans qu'il n'ait aucun moyen de s'échapper, parce que dans un siège, si vous êtes battu, vous ne pouvez fuir nulle part, et c'est l'anéantissement total. C'est-à-dire qu'il avait prévu que l'armée de Qin se retrouverait là et qu'elle pourrait être annihilée. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on lui apprend que Gian est tombé, il panique pas du tout, il est complètement calme. Il a dit ok, quoi, c'est comme ça, c'était ce qu'il avait prévu. Donc non, Gian, c'est pas un défaut de Riboku, c'était justement son plan. Ah, oui, mais Euh, du coup, le truc, en fait, c'est que je comprends pas trop son plan, du coup. Je sais pas si vous m'entendez. ouais, donc si tu veux, je pense que son plan, c'était que, imaginons, parce que Riboku est un général précautionneux, du coup, on va essayer de se mettre dans son mindset. Imaginons que des soldats réussissent à s'enfuir de mon encerclement malgré le 2v1 en termes de puissance numérique. Alors, qu'est-ce errer dans les terres et ils pourraient se diriger quelque part parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à Kin à cause de l'encerclement. Donc, parce que oui, il y a un premier encerclement dans les plaines où ils ont acculé leur armée, mais il y a aussi un second encerclement pour les empêcher de revenir à Kin, comme ça a été dit. Et du coup, où est-ce qu'ils vont aller logiquement? C'est vers Gyan, vers leur objectif.
Là, ils voient que c'est sous-protégé, ils attaquent, ils prennent la ville. Et une fois qu'ils sont dans la ville, une fois que toutes les forces restantes de Qin, tout ce que l'encerclement n'aura pas pu détruire, tous ces, peut-être potentiellement Kanki d'ailleurs, comme ça a été le cas, mais ça, ils pouvaient que le supposer, que tous les restes de Qin seront dans Gian, seront à un seul endroit. Ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Où ils sont tous là, et bien c'est là qu'on va frapper, encore une fois avec une puissance numérique écrasante, et qu'on va tous les annihiler en un seul point. C'est-à-dire que l'encerclement était un moyen, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, c'était un moyen de détruire complètement l'armée de Qin. Mais dans le pire des cas, c'était un moyen de complètement réduire la force de Qin jusqu'à ce qu'elle puisse être complètement nettoyée dans l'attaque de Gian. C'est clair ou C'est Bah, très en clair, fait, hein, mais je crois qu'on va t'appeler Riboku directement, frérot. On va passer directement, on va passer directement à ça. non, mais Je pense qu'on va... j'ai quand même une objection. Ouais, j'ai quand même une objection parce que je me dis, Vas-y. imagine, Gian est défendu. Donc Mhm. là, comme tu as dit, tu as les survivants de l'armée de Kanki, t'as Shin, Muten, le clan Saki, tout ça, qui arrivent devant Gian. Ils arrivent pas à la prendre, Gian, parce que Gian est défendu. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas rebattre en retraite. Parce qu'ils sont coincés, ils sont déjà très loin, parce que s'ils battent en retraite, ils vont retomber sur la Medriboku, sur Sun Shizue, et tous les autres, et là, ils seront morts aussi. Tu vois? Eh ben, Mais là, c'est juste un scénario. Enfin, en vrai, il y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est Mais moi, je le trouve que scénario qui parle. c'était le bon plan de sous-protéger Gan, parce qu'il y avait rien à prendre à Gan. Il y avait pas d'otage, il y avait rien. Ouais, c'est vrai, moi Oui, au mais début, j'en voulais à Riboku d'avoir laissé Yann aussi peu, avec une garnison aussi faible finalement, mais en fait, il avait déjà pris en compte cette possibilité que Gan soit prise, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de civils. Et une fois que j'ai compris ça, bah, Riboku, j'ai plus rien à lui dire. Si Gan a été prise par Kanki, c'est pas non, grave, il n'y avait plus rien à faire dedans. je suis pas d'accord quand même, parce que je me dis, parce que tu vois, imagine, elle était défendue, bah, il pouvait pas, en fait, Kanki a eu quelques jours de repos, quelques jours pour pouvoir faire son plan et donner un point de rendez-vous à toute son armée à Gian, mais si Gian n'était pas tombé, bah, en fait, le point de rassemblement n'aurait pas pu marcher. C'est-à-dire, oui, ils se seraient rassemblés sous les murs de Gian, mais du coup, ils n'auraient pas pu aller menacer la population de Zhao, du nord de Zhao, après derrière. Puisque, comme la ville n'était pas prise, bah du coup, ils auraient eu la garnison derrière s'ils étaient allés, s'ils avaient poursuivi vers l'est pour attaquer, pour tuer la population de. C'est quoi la ville à l'est de Gan où il y a la population de Zhao qui est réfugiée? Ika? Je sais plus. Oui, voilà, Ika. Bah, s'ils avaient été à Verika, ils auraient eu la garnison de Gan au cul et ils auraient eu des messagers. En plus, la garnison de Gan aurait envoyé des messagers à Riboku pour lui dire reviens parce que là, ça va aller vite. Là, là ils vont aller vite. Et là, ils auraient réagi encore plus vite. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, je pense que t'as raison, et je pense que de toute façon, Riboku, il pouvait pas anticiper que Kanki utilise Gian comme base pour s'attaquer à Ika, et c'est Ouais. finalement ce qui a le piégé, donc je te rejoins sur ce point-là. De toute façon, les gars, on va faire un petit peu la transition vers la revue du chapitre 745. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Riboku, Non, fraude ou pas fraude. j'ai juste un dernier point Vas-y, un à dernier parler. point. C'est quand il parle Riboku, il ne met pas en pratique ses propres dires. Par exemple, il avait sorti ouais, pour affronter, pour vaincre Kanki, il ne faut pas faire de mouvements trop brusques. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est parce que Kanki est trop fort. Ça, Oui. je suis, Oui, ça, mais je suis parce que voilà, désolé. parce que Parce que Kanki, même si tu sais qu'il faut pas le faire, il t'oblige à le faire d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas qu'il ne le savait pas, c'est qu'il a été forcé de le faire. Et malheureusement, bah, il est tombé dans l'embuscade de Kanki. Dans une bataille, il y a des imprévus. Hein. C'est ça, De toute de toute façon, façon, tu peux pas te prévoir à 100%, c'est absolument impossible. Je peux dire un truc aussi Vas-y, Wiper. pour rebondir tout à l'heure sur ce que Chosroest a dit sur Kokuyu. C'est que, comme il a dit, on oublie trop, nous, tout ce qu'on voit, c'est les batailles. On voit Riboku, il fait ses batailles, bah, il gagne, il perd, c'est tout ce à quoi on pense. Sauf que derrière, il fait un truc que personne d'autre ne fait, c'est que il sert en gros de chef des affaires militaires, en fait. C'est comme si c'était lui le chef des affaires militaires de son État. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide de qui va où, de comment il défend son État. Avant même qu'il apparaisse, il décide d'éliminer Uki pour se faire respecter, c'est un moyen de défense de son État. Quand Mhm. Sanyu, elle tombe, il décide de faire la coalition parce que la Chine était en échec et mat.
Après l'échec de la coalition, de base, ils voulaient que la coalition, elle se tourne sur Sanyu pour reprendre la ville. Sauf que Shun Shin-kun, il a pété un câble, il voulait aller abattre Ki. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Riboku? Il a fait une alliance avec Wei pour renforcer les frontières à Sanyu. Comme il a dit Chosroes, après Kukuyu, ça devait servir à la conquête de Zhao. Riboku, il a rendu la conquête de Kukuyu caduque, il a fait en sorte que ça ne serve plus à rien, il a renforcé le pays. Ouais. Alors juste, Après excuse-moi, Gyu dans le chat, aussi, ça pareil, il dit, nous a construit excuse-moi, dans le chat, ça dit oui, mais Vas-y, les vas-y. généraux de Qin n'ont aucune influence sur le côté politique. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont tout simplement pas les Justement, compétences. Reibuku, lui, il a cette compétence, lui, il justement, a cette est-ce double que casquette politique et militaire. c'est une charge mentale. Est-ce que vous imaginez Shueikun, à chaque fois, il fait ses stratégies, machin, on le voit, il est KO, il est en train de transpirer, et vous l'imaginez, juste après, il prend un cheval et c'est lui qui doit aller appliquer tout ce qu'il a fait comme plan. Père Ah Riboku, il non, fait mais ça, lui. je suis d'accord, c'est un excellent point à souligner. C'est vrai que Reibuku, lui, finalement, c'est lui qui fait tout à Zhao. C'est lui qui dirige Voilà, toutes les armées sur l'état. personne ne fait ça. C'est lui qui doit aller sur le terrain. Et à ma connaissance, dans Kingdom, il n'y a aucun autre grand général ou chef des armées qui fait comme lui. Aucun. Il y a Gomei qui commence à avoir cette Et c'est influence surtout, dans son royaume, mais c'est pas encore au niveau de celle de et Reibuku. c'est aussi ce qu'il a accompli. Parce que du coup, nous, on voit les batailles hyper organes, mais dans tout ce qu'il fait, en fait, à chaque fois, c'était décisif. La coalition, c'était décisif. Kokuyu, il a renforcé les frontières, c'était décisif. Sanyu, il a renforcé les frontières. Après Gyu, il a renforcé les frontières. Quand il dit que vous pouvez m'envoyer tous les généraux de Qin, ils ne me feront pas tomber, il n'est pas en train de dire ouais, si on fait une bataille, je gagne. Il est en train de dire vous pouvez me battre à la bataille, vous ne ferez jamais tomber l'État, vous ne me ferez jamais tomber. Ah bah, c'est intéressant ce que vous dites. J'en avais parlé avec le Tanuki sur un live qu'il avait fait en septembre dernier, où le sujet, c'était la comparaison, qu'on avait comparé les 7 royaumes de la Chine. Et Ouais, on avait justement conclu que le problème de Zhao, c'est que Riboku est tout seul dans Zhao. Et c'est là, parfaitement. oui, Il y c'est avait ça. Renpa qui aurait pu le soutenir et on a vu que Renpa il s'est fait refouler par Kakukai. Donc Zhao c'est la tête hein, qui est vraiment pourrie. C'est C'est vraiment ça, tout c'est le le roi. voilà le Faut roi, bien ses se rendre compte que conseillers. Enfin, Riboku, faut bien se rendre compte que Riboku, il doit se battre non seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre des ennemis intérieurs qui font tout pour l'empêcher pour le faire rater à chaque fois, Voilà. quasiment. Ah, c'est Ça, ça d'ailleurs que je voulais préciser aussi dans tout ce que j'ai dit, que j'ai oublié, que tu viens de me rappeler, c'est qu'en plus d'agir comme Shueikun, c'est comme si vous imaginez Shueikun, il a la coalition, il dit ok, pour garder le pays, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et d'un coup, ça, il lui dit non, t'auras pas, on enlève Hussein, t'as pas cette armée, j'ai envie de te casser les couilles. C'est ce qu'il fait au Riboku. c'est ouais. ça. Ouais, Ouais, dans le c'est chat, ça exactement ça. dit que Karine et Gomez, ils ont la même position que lui. Alors Karine, c'est vrai que maintenant, Non. elle a aussi cette double casquette, mais pour l'instant, Karine, je suis Karine, d'accord. depuis qu'elle a ce côté politique, on l'a pas vu sur le champ de bataille. Et Ouais, Gomez, mais comme je l'ai Karine, dit, Ouais, c'est vrai. Mais Gomei, non, Gomei, il faut qu'il aille se faire voir. Je suis désolé. Il a pris Sanyu. Il y avait Ryu, d'accord. D'ailleurs, aussi avec lui, ils n'ont pas vu que la Chine était échec et mat, qu'il aille dormir, lui. Il a cette non mais position, mais il n'a pas du tout le après, niveau ni de Karine, ni de... après Gomez, il faut pas le sous-estimer. C'est vrai qu'au début du manga, il est très loin d'être parfait, mais c'est un personnage qui est là pour évoluer. Et là, on a vu que déjà depuis le début du manga, il a beaucoup progressé. Là, c'est le propre roi de Wei pour l'alliance avec Qin. C'est le roi de Wei voulait avoir son avis à lui. Donc là, c'est vrai que Gomez commence à avoir un petit peu ce rôle de à la fois de prendre des décisions politiques et militaires. Mais il est Oui, oui, encore oui, très le loin rôle, de Reibuku. oui, voilà. Et encore une fois, ni Karine, ni Gomei, nous ont leur propre état contre eux-mêmes. C'est ça, bah surtout bah maintenant, Karine, elle fait carrément partie de l'état de Shu, hein, c'est l'un des ministres. Mm. Et pareil, comme on a dit, le roi de Wei, lui, il écoute ce que Gomei lui dit. Là, c'est tout l'inverse de Riboku qui prend Parce que des pour bâtons moi, dans les roues par absolument tout le monde. quand Uken il dit à Sei, Uken sans H, il dit que Riboku c'est le plus grand obstacle à l'unification, pour moi il fait pas référence à ça en mode c'est un stratège trop fort, tu peux pas le battre en bataille. Il fait référence à la manière dont il gère la protection de son état. Si tu fais ça, il va aller faire une alliance avec lui. Si tu fais ci, il va faire une alliance avec lui, il va renforcer cette frontière. Tu pourras pas faire tomber Zhao dans ce sens. Exactement, exactement. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Karine n'a aucun palmarès, mais tout le monde la surcote. Karine, pour l'instant, on l'a vu que sur une seule bataille, donc c'est la coalition. Et c'est vrai qu'à la coalition, elle a fait
elle a fait une masterclass. Heureusement qu'il y a Hussein qui lui aussi, il s'est complètement joué de Ordos, ce qui lui a permis un petit peu de boucher les trous à la porte de Kangoku. Mais de ce qu'on a vu, Karine, pour l'instant, c'est quand même très fort. Même Reiboku, il a dit, dans cette bataille, en fait, on a vu certaines choses, et l'une d'elles, c'est que Karine, c'est un redoutable général. Donc pour l'instant, elle est un peu en retrait parce que c'est pas le moment de Chou, mais je pense qu'elle va être, après Reiboku, le plus grand danger pour Kin. C'est clairement le prochain Riboku, Karine. D'accord. Sinon, vas-y, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire la transition avec le chapitre 745. Donc globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre 745? Je vais commencer par toi, Chosroez. On va recommencer. Alors, franchement, parfait. Franchement, c'était très bien, quoi. Parfait, je sais pas, mais